Bonjour et bienvenue pour cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un document politique, un document majeur, le discours de rentrée de François Bayrou, le Premier ministre donc, tel que retranscrit par BFM TV. Oui, Un discours important prononcé dans un contexte qu'il décrit lui-même comme préoccupant et donc décisif. tout à fait. Notre objectif, c'est de décrypter un peu les messages clés, de saisir les enjeux qu'il soulève pour la France. Absolument. Et ces discours de rentrée, ce sont toujours des moments politiques cruciaux, hein. Le chef du gouvernement, il expose sa lecture des défis, surtout économiques, et il essaie de mobiliser autour de sa stratégie. Oui. Et là, l'appel à la clarification et à l'action face à une situation qu'il décrit comme critique, c'est vraiment au cœur de l'analyse. Alors, d'emblée, le ton est donné, n'est-ce pas? Bayrou, il commence par peindre un tableau mondial plutôt inquiétant. Ah oui. Il lance cette phrase: «La planète ne tourne pas bien». Il cite le droit international bafoué, l'exemple Russie-Ukraine, et puis la situation tragique au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Oui, et il ne s'arrête pas là, il élargit ce panorama assez sombre. Il parle d'une épreuve de force commerciale en visant la concurrence chinoise jugée déloyale, et puis les droits de douane américains sous Trump. D'accord. Il ajoute aussi l'instabilité monétaire, les dévaluations masquées, et même une sorte d'indifférence au réchauffement climatique. C'est un constat assez global et on peut le dire pessimiste des dynamiques internationales actuelles. Et l'Europe, elle n'échappe pas à la critique. Pour Bayrou, elle ne tourne pas bien non plus. Non. Il pointe du doigt sa division, cette tendance où chaque État membre chercherait son intérêt propre avant tout, ce qui mènerait à une impuissance politique. Oui, malgré son poids éco et démographique. Exactement. Et il renforce ça avec une citation attribuée à Marion Draghi cet été: «Le rêve d'une Europe qui compte dans le monde s'est évanoui». Ça pèse lourd comme constat, hein. Bah oui. Ce cadrage initial, il est clairement stratégique, vous voyez. Situer les problèmes français dans ce contexte mondial, européen, dégradé, ça permet de souligner des contraintes externes fortes. Mhm. Mais c'est aussi une façon de préparer le terrain pour dire attention, une réaction nationale vigoureuse est indispensable face à ces vents contraires. Et la référence à Draghi, c'est une personnalité reconnue, hein, ça ajoute du poids à ce sentiment d'une Europe qui perdrait de l'influence. Ça fait écho aux défis internes qu'il va détailler juste après. C'est une manière habile, c'est sûr, de présenter les choses. Mais est-ce que ça ne risque pas aussi peut-être de minimiser un peu la part de responsabilité nationale dans les difficultés actuelles? C'est une lecture possible, oui. Du point de vue de la communication politique, mettre l'accent sur l'externe, ça peut servir à relativiser des échecs internes ou bien à justifier des mesures impopulaires comme étant imposées par les circonstances. D'accord. Mais cela dit, Bayrou enchaîne assez vite sur les problèmes spécifiquement français. Ce qui suggère qu'il ne cherche pas seulement à détourner l'attention, mais plutôt à établir un lien, disons, de cause à effet entre l'instabilité mondiale et puis la fragilité nationale. Justement, alors venons-en à la France. Il introduit cette idée assez frappante du dangereux paradoxe français. D'un côté, on aurait une France incroyablement douée, hein, dans les secteurs de pointe, Oui. la science fondamentale, les maths, la chimie, le quantique, les technologies avancées, lanceurs spatiaux, nucléaires, armement, aéronautique, navale, sans oublier le luxe, la culture, l'agriculture des qualités. Une image d'excellence, quoi. Oui, tout à fait. Mais le paradoxe, il vient de la confrontation de cette excellence avec ce qu'il décrit comme une faiblesse à la base. La France serait, je cite, dépassée dans la production de biens plus courants, ceux du quotidien. Ah oui? Il mentionne un commerce extérieur en berne, en particulier pour l'équipement de la maison, l'électroménager. Sa formule est assez percutante. Plus fort au sommet, plus faible à la base. C'est l'image d'une économie en quelque sorte à deux vitesses. Et il ne s'arrête pas là, il met le doigt sur des points très sensibles, l'éducation nationale par exemple. Malgré les budgets qui sont importants, les classements internationaux sur les savoirs fondamentaux, lecture, écriture, maths, ils seraient pas bons. C'est un point qui revient souvent, ça, dans le débat public. C'est récurrent, oui. Et autre chiffre alarmant qu'il met en avant, le chômage des jeunes. 19%, avec une hausse de 2 points en un an. C'est énorme. Et là, il pointe ce qu'il appelle le paradoxe suprême. Ce taux élevé qui coexiste avec des difficultés massives de recrutement pour les entreprises. Ah, le fameux décalage.
Voilà, y compris pour des postes qualifiés ou même pour la transmission des PME de l'artisanat. Donc ce dangereux paradoxe global, ça dresse le portrait d'une économie qui, malgré ses fleurons, souffrirait de déséquilibres structurels profonds, avec l'éducation et cette inadéquation offre-demande d'emploi comme frein majeur. Et si on creuse encore, on arrive à ce que Bayrou présente comme le nœud du problème, vraiment le cœur de son alarme, le surendettement. Là, le discours devient particulièrement grave. Oui, très grave. Il l'affirme sans détour. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Les chiffres qu'il donne ensuite sont faits pour marquer les esprits. Effectivement, il parle de 2000 milliards d'euros de dette publique en plus, accumulés en 20 ans. 2000 milliards. Il découpe même la période plus 1000 milliards entre 2005 et 2015 et encore plus 1000 milliards entre 2015 et 2025. Et pour rendre ça plus concret, il utilise une image choc. Ça représenterait 12 millions d'euros de nouvelles dettes chaque heure. Chaque heure. Chaque heure, 24 heures sur 24 depuis 2 décennies. Bon, ce chiffre, c'est moins une statistique pure qu'une arme rhétorique, soyons clairs. Bayrou l'utilise pour transformer un problème économique abstrait en une menace tangible, immédiate, et justifie ainsi une action politique qu'il veut radicale. Il concède quand même que des crises majeures ont jalonné cette période. Il les cite. La crise financière de 2008, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation, même les tarifs douaniers américains. Il admet qu'emprunter massivement en temps de crise, bon, c'est normal, pour passer la vague. Oui, il le dit. Mais là où porte sa critique principale, c'est sur le caractère devenu chronique de cette dépendance à la dette. Selon lui, le problème fondamental, ce n'est pas d'avoir emprunté pendant les crises, mais c'est de n'être, je cite encore, jamais revenu en arrière une fois la tempête passée. D'accord. Et il va même plus loin. Il affirme que cet argent emprunté aurait surtout servi à financer les dépenses courantes. Ah oui. Pas l'investissement. Plutôt que l'investissement d'avenir. Non, les universités, les hôpitaux, la recherche, une gestion qu'il oppose à celle d'une famille responsable, qui n'emprunterait pas pour payer ses factures quotidiennes. C'est une critique très sévère de la gestion budgétaire des 20 dernières années, tout gouvernement confondu implicitement. Et les conséquences qu'il annonce de cette trajectoire sont présentées comme imminente et sévère. La charge de la dette, les intérêts qu'on paie chaque année deviendraient, dès cette année, le tout premier budget de l'État. Oui, le premier poste de dépense. C'est énorme, ça dépasserait l'éducation nationale et les armées. Il va même jusqu'à préciser que cette charge annuelle sera supérieure au cumul des budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche, du logement et de la justice. Et les chiffres prévisionnels qu'il avance, ils donnent le vertige. 60 milliards d'euros l'an dernier, 66 milliards cette année, potentiellement 75 milliards en 2026. 75 milliards. Et il cite la Cour des comptes, qui parlerait même de 107 milliards par an en 2029 si rien ne change. C'est une véritable explosion des coûts liés à la dette. Et pour illustrer l'impact direct sur la création de richesses, il donne cet exemple. Sur les 50 milliards d'euros de richesses nouvelles créées annuellement par la France via la croissance et l'inflation, 10 milliards seraient immédiatement confisqués par les intérêts de la dette. Confisqués, oui. Soit 20% du progrès national qui serait absorbé avant même d'être utilisé. C'est là qu'il décrit le fameux cercle vicieux du surendettement. Une crédibilité qui s'érode, ça oblige à emprunter plus cher pour rembourser les dettes passées. Et les conséquences, elles ne toucheraient pas que l'État. Non. Il évoque un impact direct sur l'économie réelle et les citoyens. Des taux d'intérêt élevés qui freinent la construction, l'accès à la propriété, l'achat de voitures, et ça conduirait à une, je cite encore, asphyxie générale de l'économie. Une asphyxie générale. Le mot est fort, Très fort. Et l'exemple de Liz Truss au Royaume-Uni est brandi comme un avertissement. Même un grand pays peut voir son gouvernement renversé rapidement par les marchés financiers s'il est perçu comme laxiste sur le plan budgétaire. L'idée est claire, la menace est réelle et elle est imminente. Bon, face à ce tableau, assez apocalyptique, quelle est la voie proposée? Bayrou la résume par une formule simple. Dépenser moins et produire plus. Voilà. L'objectif annoncé, c'est de ramener la France sur une trajectoire de maîtrise de la dette d'ici 2029, avec un effort de réduction du déficit de 44 milliards d'euros. Il essaye de relativiser cet effort en le présentant comme 2% des 1720 milliards de dépenses publiques prévues sur la période. Oui, et il anticipe la réaction classique du « c'est pas notre faute » qu'on entend souvent dans ce genre de situation. Oui, le réflexe. Sa réponse est directe.
Cette dette, dit-il, elle a bénéficié à tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Il cite les retraités, les consommateurs via certaines TVA réduites, les fonctionnaires, les assurés sociaux, et même les entreprises et leurs salariés via les baisses de charges. C'est une manière de dire que l'effort devra aussi être collectif. Malin. Et il glisse au passage une petite remarque sur les parlementaires qui, lors des débats budgétaires, demandent majoritairement plus de dépenses, jamais moins. C'est là qu'on voit vraiment la stratégie politique se mettre en place. Bayrou semble regretter que le débat public récent se soit focalisé sur des mesures spécifiques. Il mentionne l'exemple des jours fériés. Oui, ça a beaucoup fait parler. Au lieu de s'accorder sur ce qu'il nomme la nécessité impérieuse du redressement et son urgence. Pour lui, commencer par débattre des détails des mesures avant d'avoir validé le diagnostic, ça mène tout droit à l'impasse. Exactement. Et c'est ce qui motive sa décision de demander une clarification via un vote de confiance au Parlement, en utilisant l'article 49 alinéa 1 de la Constitution. Le 49.1. Il cherche en quelque sorte à verrouiller le pourquoi avant de discuter du comment. Il prend aussi soin de positionner cette démarche par rapport à ses opposants qu'il qualifie de radicaux. Il vise explicitement la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, les accusant, dans ses propres termes, de vouloir tout bloquer, tout conflictualiser et d'être des spécialistes dans l'organisation du bordel. C'est assez direct. C'est très direct. Il évoque aussi la controverse autour des propos de Sandrine Rousseau sur la rentabilité agricole, qualifiée de crachat au visage des agriculteurs. Il construit une opposition entre sa vision d'une France de courage et de générosité et une vision qu'il juge, lui, destructrice. C'est une tactique de polarisation assez classique en politique, ça. En dramatisant l'enjeu d'un côté, la responsabilité face à la crise de l'autre, le chaos, il cherche à souder son propre camp et à rendre plus difficile pour les oppositions, disons modérées, de refuser leur confiance sans être amalgamées aux radicaux. C'est une préparation claire à un affrontement politique qui s'annonce tendu. Comment ce pari politique est censé se dérouler concrètement alors? Il y a ce vote de confiance le 8 septembre sur sa déclaration de politique générale. Mais sur quoi porte exactement ce vote? Alors ça, Bayrou insiste beaucoup là-dessus. Le vote ne portera que sur le diagnostic, l'urgence de la situation de la dette et sur la direction générale, dépenser moins, produire plus. D'accord, pas les mesures. Pas sur les mesures spécifiques pour y arriver. Celles-ci, dit-il, restent discutables, amendables, améliorables. Elles feront l'objet de discussions ultérieures avec les partenaires sociaux et le Parlement, notamment lors de l'examen du budget. Il admet lui-même que c'est une démarche à risque. Il dit, oui, c'est un risque. Il le reconnaît. Mais il ajoute immédiatement que le risque suprême, c'est de ne rien faire. C'est la justification classique de l'audace politique face à l'inertie, quoi. Les questions des journalistes après le discours, qui sont rapportées par BFM TV, elles sont assez révélatrices des zones d'ombre et des tensions. Par exemple, la question d'éventuels compromis avant le vote, comme céder sur les jours fériés pour s'assurer des voix. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Sa ligne de défense, elle est constante. Le vote du 8 septembre ne concerne pas ces détails, mais le principe même de l'urgence et de la trajectoire. Quand on lui demande s'il ne risque pas de provoquer lui-même le chaos en déclenchant une crise politique dès septembre, il assume ce risque. Il assume? Oui, il le présente même comme une condition nécessaire pour forcer une prise de conscience collective. Quant à sa dépendance potentielle vis-à-vis des oppositions, comme le Rassemblement national, là il esquive un peu en refusant la logique des blocs et en appelant à la responsabilité individuelle de chaque député. Une question particulièrement intéressante, c'était celle sur l'utilisation future de l'article 49.3. Ah oui, le fameux 49.3. Cet outil qui permet d'adopter un texte sans vote, pour le budget à venir. S'il obtient la confiance le 8 septembre, est-ce qu'il s'engagerait à ne pas y recourir? Alors, sa réponse est prudente, voire ambiguë. Il dit que l'idée d'éviter le 49.3 n'est pas une idée absurde, qu'il y pense, mais reconnaît que ce serait difficile. Donc, pas d'engagement ferme. Non, pas vraiment. Sur la question sensible de la contribution des entreprises et des plus aisés à l'effort, il confirme que le sujet des 211 milliards d'aides aux entreprises... Un chiffre énorme aussi. Oui, un chiffre dont il nuance un peu la composition, mais pas l'ordre de grandeur. Ce sujet sera examiné. Il évoque des réductions possibles en échange de simplification. Et pour la contribution des plus favorisés, là, il renvoie la balle au futur débat parlementaire. Il a aussi profité de ce discours pour évoquer rapidement d'autres chantiers, comme pour montrer que l'action gouvernementale, ce n'est pas que la rigueur budgétaire. Oui, pour élargir un peu la perspective. Voilà. Il a parlé de réforme de l'État local, de simplification administrative, il a critiqué le labyrinthe institutionnel en Île-de-France, de la nécessité de renouveler la politique du logement,
et même, de façon plus surprenante peut-être, d'une possible réforme du mode de scrutin par référendum. Pour plus de clarté politique, dit-il. Oui, ces annonces annexes, elles servent à inscrire l'effort budgétaire demandé dans un projet de réforme plus large du pays. Ça permet de donner une perspective au-delà de la seule contrainte financière immédiate. Même si, soyons clairs, c'est bien cette contrainte qui domine tout le discours et qui justifie la manœuvre politique du vote de confiance. Donc, si on essaie de synthétiser tout ça, François Bayrou brosse un tableau très sombre, très sombre, de l'état économique de la France, dominé, obsédé par le péril du surendettement chronique. C'est ça. Pour y faire face, il choisit l'épreuve de force politique, un vote de confiance. Le but, c'est de contraindre le Parlement à reconnaître l'urgence et à valider la direction générale. Moins dépenser, plus produire. Avant même d'entrer dans le détail des mesures, sûrement impopulaires à venir. C'est un pari audacieux, non? Très audacieux, oui. Et la justification ultime qu'il met en avant, c'est la responsabilité intergénérationnelle. Il dit agir pour les enfants, pour ne pas leur laisser un monde écrasé de dettes. Il transforme ainsi un choix politique et économique difficile en un impératif moral. Agir maintenant, même si c'est douloureux, pour préserver l'avenir. Il oppose cette voie, qu'il présente comme responsable, aux alternatives qu'il décrit comme le chaos ou l'inaction. La question qui reste en suspens, elle est immense. Est-ce que cette stratégie de la clarification par le risque peut vraiment créer le sursaut et le consensus nécessaire? Ou est-ce qu'elle risque au contraire d'aggraver les divisions politiques qu'il dénonce lui-même? L'avenir très proche nous le dira. Et ça nous laisse avec une pensée à méditer, peut-être, au-delà de la stratégie politique, des chiffres, quelle est la part de véritable prise de conscience collective possible face à un problème aussi massif que la dette publique? Et quelle est la part de posture tactique dans cet appel à l'union sacrée face au péril? La réponse déterminera sans doute la suite des événements.